L'automne. Les récoltes sont faites, mais au lieu du repos bien mérité, une montagne de fanes, de mauvaises herbes et de feuilles mortes vous attend. Un tableau familier, n'est-ce pas? Et l'envie vous prend de tout brûler ou d'emporter ça loin. Stop! Vous êtes sur le point de vous débarrasser d'un véritable trésor. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ces déchets de jardin en un fertilisant de première qualité que l'on surnomme l'or noir. Nous allons décortiquer une recette simple et claire pour un compost d'automne parfait qui rendra la terre de votre jardin vivante et fertile sans aucun produit chimique. Avant de commencer, oubliez tout ce que vous pensiez du compost comme d'un simple tas de matière en décomposition. En réalité, c'est un processus maîtrisé où nous allons créer un véritable hôtel 5 étoiles pour des milliards de travailleurs microscopiques. Notre mission, leur offrir le bon menu et des conditions confortables, et ils feront tout le sale boulot pour nous. Croyez-moi, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Alors, commençons par le tableau le plus familier de l'automne. La récolte est rentrée, les bocaux de conserve s'alignent sur les étagères, et une agréable sensation d'accomplissement nous envahit. Mais dès que l'on sort au jardin, ce sentiment est vite remplacé par une légère mélancolie. Devant vous se dressent des montagnes entières de fanes flétries, de feuilles jaunies et de tiges desséchées. On a l'impression que ce n'est qu'un simple déchet de jardin dont il faut se débarrasser au plus vite. C'est précisément à ce moment que la plupart des jardiniers commettent leur principale erreur. Ils y voient un problème à éliminer et préparent leurs brouettes ou leurs allumettes. Mais moi, je vous propose d'y voir non pas un problème, mais une formidable opportunité. Regardez ces tas d'un œil nouveau. Tous ces résidus végétaux ne sont pas des déchets, c'est votre capital de départ. C'est une matière première inestimable, à partir de laquelle nous allons construire ensemble une véritable usine de fertilité directement dans votre jardin. Chaque feuille, chaque tige est un investissement pour la santé de votre terre l'année prochaine. C'est votre future récolte qui est littéralement sous vos pieds. Quand on parle de compost, beaucoup de jardiniers ont immédiatement en tête une image peu ragoûtante. Une sorte de tas malodorant et putréfié, relégué au fond du jardin, qu'on n'ose même pas approcher. Ce stéréotype est la raison principale pour laquelle tant de personnes renoncent à cette méthode pourtant merveilleuse. Mais entendons-nous bien, notre compost n'aura rien à voir avec cette image repoussante. Un compost bien fait n'est pas une décharge. C'est un organisme vivant et respirant. Imaginez une immense ruche où, au lieu d'abeilles, des milliards de bactéries, de champignons et de vers de terre s'activent. C'est un processus hautement organisé, où la putréfaction n'a pas sa place et où seule la création opère. Notre tâche n'est pas de tout jeter pêle-mêle en attendant un miracle. Notre objectif est plutôt de devenir le maître d'œuvre de ce petit écosystème, de créer des conditions idéales pour ces travailleurs invisibles, et croyez-moi, ils nous récompenseront par un produit d'une qualité inégalable, introuvable dans n'importe quelle jardinerie. Maintenant, parlons de l'erreur la plus fréquente, celle que même les jardiniers expérimentés commettent. Elle est la suivante: jetez tout en vrac, la nature fera le reste. Cela semble logique, mais en pratique, cette approche mène le plus souvent à la déception. Vous vous retrouvez avec soit une masse visqueuse et malodorante, soit un tas sec et compact qui n'aura pas évolué d'un pouce, même après un an. Le secret de la réussite réside dans la compréhension que nos minuscules alliés ont leurs propres préférences gastronomiques, ils ont besoin d'un régime alimentaire équilibré. C'est pourquoi, avant de commencer à construire notre lasagne de compost, nous devons apprendre à trier nos ingrédients. Tout ce que nous nous apprêtons à mettre au compost doit être divisé en deux grandes et très importantes catégories. C'est du bon équilibre entre ces deux catégories que dépendra le fait d'obtenir au final ce précieux or noir, ou au contraire un simple tas de déchets. Alors, notre première équipe, appelons-les les verts, sont les champions incontestés de l'azote. L'azote, c'est en quelque sorte la protéine des micro-organismes, l'énergie qui démarre et active tout le processus. Qu'est-ce qu'on y met? D'abord, toute la matière végétale fraîche et juteuse. Pensez aux mauvaises herbes fraîchement arrachées, mais attention, sans graines mûres, pour ne pas en propager. Les fans de carottes, de betteraves, les restes de courgettes ou de concombres, tout cela constitue un excellent apport vert.
L'herbe de tonte fraîchement coupée fait aussi partie de cette catégorie. Si vous élevez des lapins ou des poules, leurs déjections mélangées à la litière sont une véritable bombe azotée, un super accélérateur pour votre compost. Même les déchets de cuisine comme les épluchures de légumes ou le marc de café rejoignent cette équipe verte. Retenez bien, tout ce qui est juteux, frais et vert, c'est notre source d'énergie. Passons maintenant à la seconde équipe, celle des bruns. Si les verts sont source d'énergie et de protéines, les bruns, eux, nous apportent glucides et fibres. Leur rôle est tout aussi essentiel. Le carbone, c'est le matériau de construction principal pour les micro-organismes eux-mêmes. De plus, les composants bruns rendent notre futur compost léger, aéré et bien structuré. Ils évitent que la pile ne se tasse en un bloc dense et étouffant. Alors, que contient cette équipe? Le cadeau principal de l'automne est, bien sûr, les feuilles mortes sèches. Ne vous hâtez pas de les brûler. C'est un matériau brun d'une valeur inestimable. On y retrouve aussi les petites branches broyées, issues de la taille des arbres et arbustes. Paille, foin, sciure, vieux journaux sans encre couleur, carton, toutes ces choses sont d'excellentes sources de carbone. Retenez bien ceci, tout ce qui est sec, dur et qui crisse est le squelette et les poumons de notre futur compost. Et voici le secret fondamental, le fameux ratio idéal qui fait toute la différence entre un compost parfait et un échec cuisant. Pour le comprendre, imaginez la confection d'un plat en couches. Eh bien, pour une part de matière verte, riche et humide, il vous faut environ 2, voire même 3 parts de matière brune, sèche et carbonée. Retenez bien cette formule simple. Une part d'azote pour 2 à 3 parts de carbone. Pourquoi est-ce si crucial? Si vous mettez trop de verre, votre tas s'étouffera, se transformera en une masse visqueuse et dégagera une forte odeur d'ammoniac. A l'inverse, si vous ajoutez trop de brun, le processus ne démarrera tout simplement pas. Le tas restera sec et froid pendant une éternité, car les bactéries n'auront ni la nourriture ni l'énergie nécessaire pour enclencher la décomposition. C'est cet équilibre précis qui crée l'environnement idéal, un milieu juste assez humide, bien aéré, offrant à la fois la nourriture et les matériaux de construction essentiels à nos précieux micro-organismes. Passons maintenant à la préparation des matières premières. Imaginez que vous deviez manger une pastèque entière. Vous n'allez sûrement pas essayer de l'avaler tout entier, vous la couperez en morceaux. Avec les micro-organismes dans le compost, c'est la même histoire. Ils n'ont pas de dents pour ronger d'énormes tiges de maïs ou des choux entiers. Plus la surface à laquelle ils peuvent s'accrocher est grande, plus leur travail sera rapide. Par conséquent, la règle d'or de la préparation est simple. Broyez tout ce que vous pouvez. Les tiges épaisses de tournesol, de tomates ou les trognons de choux, il est préférable de les hacher à la pelle ou au sécateur en morceaux de 5 à 10 cm. Les branches fines, idéalement, passez-les dans un broyeur de jardin si vous en possédez un. Si vous n'en avez pas, pas de souci, il suffit de les hacher à la hachette. Les feuilles sèches, il est aussi préférable de les broyer, par exemple en passant la tondeuse à gazon dessus. Cette étape simple accélérera la maturation de votre compost, non pas de quelques semaines, mais de plusieurs mois. Et maintenant, attention, un point crucial. Nous allons établir une liste de ce qu'il faut absolument proscrire de votre tas de compost. Ignorer ces recommandations pourrait transformer votre précieux engrais en une véritable arme biologique contre votre propre potager. En tête de cette liste noire, toute végétation atteinte de maladies fongiques graves. Pensez notamment aux tomates et pommes de terre montrant des signes de mildiou, ou encore aux concombres et courgettes attaqués par l'oïdium. Les spores de ces maladies sont incroyablement tenaces. Elles hiverneront sans problème dans votre compost, même s'il monte bien en température. Et au printemps, vous risqueriez de disséminer cette infection avec le plus grand soin sur l'ensemble de votre terrain. Ne prenez aucun risque. Toute végétation malade doit être impitoyablement brûlée ou évacuée de votre jardin. La santé de vos futures récoltes est bien trop précieuse pour être compromise. Poursuivons notre liste des éléments à bannir du compost. En deuxième position, juste après les plantes malades, nous trouvons les redoutables mauvaises herbes vivaces.
surtout celles qui se multiplient à partir de petits fragments de rhizomes. Ce sont de véritables terminators du monde végétal, comme le chien-dent, l'égopode ou le liseron des champs. Si vous jetez leurs racines dans votre compost, non seulement vous ne les tuerez pas, mais vous leur offrirez des conditions idéales pour se propager. Elles passeront l'hiver avec bonheur dans ce tas chaud et nutritif, et au printemps, c'est vous-même qui les disséminerez partout dans vos parterres et potagers. Il en va de même pour toutes les mauvaises herbes qui ont déjà monté en graines. Le tas de compost ne sera pas leur tombe, mais un incubateur parfait. Vous obtiendrez des millions de graines prêtes à germer, parfaitement mélangées à un excellent fertilisant. Croyez-moi, vous n'avez absolument pas besoin d'un tel cadeau. Alors, en désherbant, soyez vigilants. Sans racines et sans graines, elles sont les bienvenues au compost. Dans tous les autres cas, direction le bûcher. Bon, les ingrédients, c'est réglé. Passons maintenant au choix de l'emplacement pour notre cuisine de fertilité. Le bon endroit, c'est déjà la moitié du succès. La plus grande erreur est de placer le tas de compost en plein soleil. Les rayons directs le dessécheraient sans pitié. Vous seriez contraint de courir constamment avec l'arrosoir pour l'humidifier, car sans cette humidité, tous les processus internes s'arrêteraient net. L'endroit idéal est un coin ombragé et bien à l'abri dans votre jardin, par exemple sous l'ombre généreuse d'un grand arbre ou derrière un cabanon. Ainsi, votre compost sera protégé du soleil brûlant et conservera sa précieuse humidité. Il est également essentiel que l'accès soit facile avec une brouette, car vous devrez y acheminer les matières premières et en récupérer le produit fini. Et un dernier point important, évitez absolument de placer votre compost dans une zone basse où l'eau pourrait stagner. Un excès d'humidité chasserait l'air et au lieu d'un processus de décomposition aérobie sain, vous obtiendriez une putréfaction indésirable. L'emplacement est choisi, les matériaux sont prêts et triés. C'est maintenant que débute la phase la plus créative, la construction de notre tas de compost, une étape qui s'apparente étonnamment à la préparation d'une lasagne italienne. Il ne s'agit pas de tout entasser pêle-mêle, nous allons plutôt organiser les composants en couches distinctes et soignées. Sur le fond, directement sur la terre, il est essentiel de déposer une couche drainante. Il peut s'agir de petites branches, de copeaux de bois ou de tiges de tournesol. Cette couche d'une quinzaine à une vingtaine de centimètres d'épaisseur évitera que le tas ne se tasse à la base et assurera un bon apport d'air par le dessous. Ensuite, sur ce matelas, déposez une couche de matériaux bruns, comme des feuilles mortes par exemple. Puis, par-dessus, une couche plus fine de matériaux verts, comme de l'herbe coupée ou des fanes de légumes. Continuez ainsi à alterner. Une couche épaisse de matière sèche et aérée, suivie d'une couche plus fine de matière humide et riche. Cette alternance créera une structure idéale et garantira une répartition homogène de l'air, de l'humidité et des nutriments dans tout le volume du tas. Vient ensuite un autre élément crucial de notre recette, l'eau. Sans une humidité adéquate, aucun processus de décomposition ne pourra démarrer dans votre compost. Imaginez une éponge sèche, elle est dure et sans vie. Dès que vous l'humidifiez, elle s'assouplit et redevient fonctionnelle. Il en va de même pour les micro-organismes. Ils ne peuvent agir que dans un milieu humide. L'humidité idéale de votre tas de compost doit être comparable à celle d'une éponge bien essorée. Si vous serrez une poignée de compost dans votre main, aucune goutte d'eau ne devrait s'en échapper, mais votre paume, elle, doit rester humide au toucher. Comment y parvenir? Si l'automne est pluvieux, la nature s'en chargera probablement pour vous. Mais si le temps est sec, n'hésitez pas à arroser généreusement chaque couche au fur et à mesure que vous montez votre tas. Un simple arrosoir ou un tuyau d'arrosage suffira. Par la suite, si les pluies se font rares pendant une longue période, pensez à vérifier l'humidité de votre tas et à l'arroser si besoin. Retenez ceci, un tas trop sec est un tas endormi. Après avoir fourni à nos micro-organismes de la nourriture et de l'eau, il ne manquait plus qu'un troisième élément, tout aussi vital, l'air ou plus exactement l'oxygène. Les bactéries qui produisent un compost de qualité sont appelées aérobies. Autrement dit, elles ont impérativement besoin d'oxygène pour vivre et accomplir leur travail.
En l'absence d'oxygène, d'autres acteurs prendront leur place, les bactéries anaérobies. Or, ces dernières ne se livrent pas au compostage, mais à la putréfaction, un processus qui génère des odeurs désagréables et des composés potentiellement nocifs. Pour éviter ce désagrément, notre tas de compost doit respirer. Comment l'aider? La méthode la plus simple et la plus efficace est de le brasser régulièrement, au moins une fois toutes les 2 ou 3 semaines et idéalement une fois par semaine. Il suffit de prendre une fourche pour le retourner et en mélanger les différentes couches. Cela peut sembler être une tâche pénible, mais en réalité, cela ne prend que 10 à 15 minutes. Ce brassage n'enrichit pas seulement le tas en oxygène, il homogénéise également les couches, accélérant considérablement le processus de compostage. C'est un peu comme si l'on jetait du bois dans un poêle, la chaleur monte aussitôt. Quand vous entrez dans une jardinerie, vous avez sans doute remarqué ces sachets colorés sur les étagères avec des étiquettes comme accélérateur de compost, bioactivateur et j'en passe. Les marketeurs vous assurent que sans ces poudres magiques, votre compost mettra des années à mûrir. Certes, ces produits contiennent des cultures de micro-organismes utiles et peuvent effectivement accélérer légèrement le processus, mais soyons honnêtes, dans la plupart des cas, c'est tout simplement une dépense inutile. Pourquoi? Parce que toutes les bactéries et tous les champignons nécessaires vivent déjà naturellement dans votre jardin. On les trouve dans la terre, sur les feuilles mortes, sur les résidus végétaux. Vous n'avez pas besoin de les acheter, il suffit de leur créer les bonnes conditions. Vous voulez un petit coup de pouce pour accélérer la colonisation de votre tas de compost? Rien de plus simple. Prenez simplement une pelletée de bonne terre vivante de votre potager ou une poignée de compost mûr de l'année dernière et mélangez-la aux couches de votre tas. Ce sera le meilleur des activateurs et absolument gratuit. Passons maintenant à la stratégie. En matière de compostage, il existe principalement 2 approches, 2 méthodes, dont le choix dépendra de vos objectifs et du temps dont vous disposez. La première est ce qu'on appelle le compostage à chaud. C'est une méthode active et intensive. Si vous l'appliquez correctement, en respectant l'équilibre des matières, l'humidité et en retournant fréquemment le tas, la température interne peut atteindre 50, 60 voire 70 degrés Celsius. À une telle température, le processus s'accélère incroyablement. En l'espace d'1 mois et demi à 2 mois seulement, ce qui était un tas de déchets se transforme en un engrais prêt à l'emploi. De plus, cette chaleur intense élimine la plupart des graines de mauvaises herbes et les microbes pathogènes. Cependant, cette méthode demande votre implication. Le tas doit être régulièrement retourné toutes les 4 à 7 jours pour maintenir cette combustion interne. C'est l'option idéale pour celles et ceux qui souhaitent obtenir un résultat rapide et sont prêts à fournir les efforts nécessaires. La seconde méthode est tout l'inverse de la première. C'est le compostage à froid ou, comme on l'appelle aussi, la méthode du paresseux. Ici, tout est d'une simplicité enfantine. À l'automne, vous constituez votre tas de compost une seule fois, en respectant l'alternance des couches et l'humidité nécessaire, et le tour est joué. Vous l'oubliez complètement. Pas besoin de le retourner, de le vérifier ou de le surveiller. Vous laissez la nature faire son œuvre, à son rythme naturel et tranquille. Bien sûr, le processus sera beaucoup plus lent. Le tas ne montera pas beaucoup en température et vous n'obtiendrez pas le produit fini en 2 mois, mais plutôt en 1 an, voire 1 an et demi. En revanche, cette méthode ne vous demande pratiquement aucun effort. Une fois monté, vous n'y touchez plus. C'est l'option idéale si vous manquez de temps ou si vous n'avez tout simplement pas envie de vous fatiguer avec la fourche. Le résultat sera quand même au rendez-vous. Il faudra juste faire preuve de patience. Et le temps a fait son œuvre. Mais comment savoir si notre or noir est prêt à l'emploi? Un compost mûr présente 3 signes infaillibles que vous ne pourrez pas confondre. Premièrement, sa couleur et sa structure. Un compost prêt est d'une couleur sombre, presque noire, homogène et friable. Vous ne distinguerez plus de feuilles ou de tiges distinctes. Tout s'est transformé en une masse unique, aérée et meuble, semblable à un bon terreau du commerce. Deuxièmement, son volume. Le tas aura diminué de volume d'environ 2, voire 3 fois par rapport à sa taille initiale. Il se sera considérablement affaissé. Et troisièmement,
le signe le plus important et le plus agréable, l'odeur. Oubliez les odeurs de pourriture ou d'ammoniac. Un compost mûr et bien fait sent le printemps. Il a le parfum de la terre de forêt fraîche après la pluie. C'est une senteur agréable, vivante, terreuse. Si vous observez, sentez et ressentez ces 3 signes, félicitations. Votre usine à fertilité a produit son premier lot de produits de qualité supérieure. Mais que faire si les choses tournent mal? Pas de panique, toute erreur est réparable. Imaginez que vous vous approchez de votre tas de compost et qu'au lieu de l'agréable odeur de terre, vous soyez frappé par une forte et désagréable odeur d'ammoniac, rappelant celle d'un poulailler mal entretenu. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un véritable signal de détresse de votre compost. Il vous crie « Je suffoque, j'ai une overdose de matière azotée ». Cette odeur apparaît lorsque vous avez mis trop de matière verte, riche en azote, et que le tas manque d'air. La solution est, on ne peut plus simple. Prenez une fourche et remuez énergiquement tout votre tas de compost. Ensuite, ajoutez-y généreusement des matières brunes et sèches, comme des feuilles mortes, de la paille, de la sciure ou du carton déchiqueté. Elles absorberont l'excès d'humidité, apporteront de la structure et faciliteront la circulation de l'oxygène. En quelques jours, l'odeur devrait avoir disparu. Mais parfois, on se retrouve face à la situation inverse. Une semaine puis 2 passent, vous vous approchez de votre tas, le touchez et il est froid, comme si vous l'aviez assemblé hier. Aucun signe de vie. Le processus ne s'est clairement pas enclenché. Quelle peut en être la cause? Généralement, il y en a 2. La première et la plus probable est un manque d'humidité dans votre tas. Il est tout simplement trop sec. N'oubliez pas, les bactéries ne sont pas des chameaux. Sans eau, elles ne peuvent pas fonctionner. La solution est évidente. Prenez un tuyau d'arrosage et arrosez généreusement l'intégralité de votre tas jusqu'à ce qu'il soit humide, comme une éponge essorée. La seconde cause possible est un manque de matière verte. Il est possible que vous ayez mis trop de composants bruns et que les micro-organismes manquent tout simplement d'azote pour démarrer le moteur. Dans ce cas, ajoutez à votre tas de l'herbe fraîchement coupée, des déchets de cuisine ou un peu de fiente de poulet, puis mélangez bien le tout. Ce sera comme un plein de carburant qui relancera le processus. Et voilà, le moment tant attendu est enfin arrivé. Vous tenez entre vos mains une brouette entière de compost mûr, friable et plein de vie. Mais que faire de ce trésor? C'est un engrais universel, tout simplement inégalable. Au printemps, lors de la plantation de vos légumes, tomates, poivrons, courgettes, ajoutez 1 à 2 belles poignées directement au fond du trou. Cela offrira à vos plants un démarrage en force et les nourrira durablement. Le compost prêt est également un excellent paillis. Étalez-le en couches de 3 à 5 cm autour de vos plantes, de vos arbustes et même de vos arbres. Ce paillis ne se contentera pas de libérer lentement ses nutriments à chaque pluie, il préservera aussi l'humidité du sol, protégera les racines de la surchauffe et limitera la pousse des mauvaises herbes. Vous pouvez aussi simplement l'épandre sur la surface de vos plates-bandes avant de travailler la terre. Cela améliorera la structure et la fertilité du sol en profondeur. En somme, vous redonnez à la terre ce qu'elle vous a offert, mais sous sa forme la plus noble et la plus concentrée. Mais le moment le plus incroyable, ce n'est pas quand vous obtenez le produit fini. La vraie prise de conscience a lieu au printemps. Vous vous approchez de l'endroit où, à l'automne, se trouvait un tas de déchets végétaux peu attrayants. Vous y plongez la main, et au lieu de quelque chose de gluant et de pourrissant, vous ressentez une chaleur douce. Vous en retirez une poignée de terre friable, vivante, qui sent bon la forêt. À cet instant précis, vous réalisez que vous êtes le témoin et l'acteur d'un véritable miracle. Vous n'avez pas simplement recyclé des déchets, vous avez bouclé le cycle de la vie sur votre propre parcelle, vous avez pris ce qui était mort et l'avez transformé en fertilité, en énergie pour une nouvelle vie. Cela change tout. Vous n'êtes plus un simple consommateur qui se contente de prélever la récolte, vous devenez son partenaire, celui qui en prend soin et lui rend ce qui lui est dû. Alors, ne jetez plus ces précieux trésors d'automne. Transformez-les en cet or noir qui revitalisera votre sol et vous offrira une récolte abondante et saine. C'est le moyen le plus simple et le plus efficace de donner une vraie vie à votre jardin.
Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains secrets de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous vos propres astuces pour préparer un bon compost? Peut-être ajoutez-vous un ingrédient secret. Partagez-les en commentaire. Échangeons nos expériences.